Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 27 novembre 2021 pour le 258e rapport de situation sur le Donbass, un rapport principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisque malheureusement l'Ukraine continue d'intensifier ses bombardements contre les zones résidentielles et entre autres contre les infrastructures civiles qui ont été la grosse cible cette semaine, tant des bombardements que des utilisations de drones, puisque ça aussi maintenant c'est quotidien. Je vais revenir sur la situation diplomatique, puisque comme je vous l'avais promis, j'ai publié l'intégralité des traductions des fameux câbles diplomatiques qui ont été publiés par la Russie suite à l'échec de l'organisation de la réunion des ministres des Affaires étrangères au format Normandie. Et je vais vous parler de la situation en Ukraine avec pendant ce temps-là, Kiev qui sont assez, édifiant. Je vais pas parler de la conférence de presse de Zelensky, il a refait une conférence de presse marathon qui était plus pitoyable et pathétique qu'autre chose. Je veux dire, même les mecs de Bellingcat ont dit qu'ils avaient honte, quoi, si tu veux, donc ça situe un petit peu le niveau du truc, ça vaut même pas la peine de commenter ces débilités. Sur le plan militaire, du 20 au 26 novembre 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 16 reprises, durant lesquelles elle a tiré 224 munitions, dont 5 obus d'artillerie de 122 mm, 3 charges explosives larguées par des drones et 70 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc on a certains chiffres en baisse au point de vue des bombardements. Par contre, l'utilisation des drones et de l'artillerie lourde, ça c'est en hausse. Ces tirs ont blessé 2 soldats de la RPD. Au niveau de dégâts, on a quand même une station d'épuration, une usine de machines, une caserne de pompiers, un bâtiment administratif, une école et une habitation endommagée en RPD. Ça fait un peu beaucoup. Côté ukrainien, les pertes hors combat sont de 2 morts et 8 blessés. On sait que nos tirs de réponse ont fait des victimes côté ukrainien. Il y a au moins un mort confirmé côté ukrainien. Mais on n'a pas des chiffres complets et confirmés, donc je préfère pas m'avancer sur des chiffres si je suis pas sûre. Puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, on va parler déploiement d'armes lourdes, puisque de ce côté-là, par rapport à la baisse de la semaine dernière, ils se sont bien rattrapés. Puisque cette semaine, les services de renseignement de la RPD ont détecté le déploiement de 73 pièces d'armement lourd près de la ligne de front côté ukrainien, donc on est à 5 fois plus quasiment que la semaine dernière. On a dans le détail 7 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, 12 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 7 canons anti-chars dont le modèle n'a pas pu être déterminé, un mortier dont le modèle lui aussi n'a pas pu être déterminé, 25 chars d'assaut T-64, 2 systèmes de défense anti-aérien Zouchka, 5 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 5 véhicules de combat d'infanterie type BMP, un véhicule de transport de troupes amphibie type MTLB, 7 véhicules blindés et une station de brouillage électronique Khortytsa M. Bon, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne a brouillé à plusieurs reprises les signaux des drones de l'OSCE, mais on est à un niveau beaucoup moins massif que la semaine dernière, où là c'était carrément... c'était la folie. Donc comme je vous le disais, on a une actualité militaire cette semaine qui est assez chargée, puisque la semaine a commencé dès dimanche dernier par le bombardement de Yassino-Vataya. Donc j'ai été faire un reportage sur place, je vous encourage à aller le regarder. Donc un peu après 8h du matin, l'armée ukrainienne a tiré plusieurs obus d'artillerie de 122 mm sur Yassino-Vataya, donc qui est une ville au nord de Donetsk. Ils ont endommagé gravement la caserne de pompiers sauveteurs. Alors je dis pompiers sauveteurs parce que chez nous, ils font tout. Ils sont pas que pompiers, donc le ministère des situations d'urgence, dont dépendent les pompiers, gère non seulement tout ce qui est incendie, mais aussi tout ce qui est catastrophe naturelle, etc. Donc c'est des pompiers sauveteurs. Voilà. L'usine de fabrication de machines de Yassino-Vataya, dont je vous avais déjà parlé, qui produit entre autres des machines pour l'extraction minière, des machines de forage, etc., a aussi été sérieusement endommagée. Bon, c'est une usine qui avait été déjà durement frappée en 2014. Il y avait un bombardement qui avait totalement détruit le bâtiment historique principal de l'usine. J'avais fait des photos en 2016, peu de temps après mon arrivée, de ce bâtiment qui est complètement
complètement calciné, il reste que la façade. Bon, depuis lors, les bombardements de l'armée ukrainienne n'avaient plus visé cette zone purement civile de Yassino Vataya. Là, ce bombardement de dimanche dernier a gravement endommagé tant le bâtiment que administratif, que la partie production. Bon, je pense que ça c'est une petite vengeance pour le décret de Vladimir Poutine qui permet aux produits venant de l'RPD et de l'RPL d'entrer en Russie sans quota, de limitation, sans tout un paquet de restrictions qu'on avait jusque-là. Pourquoi? Parce que, entre autres, cette usine, le plus gros de sa production est exporté, entre autres, vers la Russie. Donc c'est notre marché principal. Donc clairement, pour cette usine, le décret de Vladimir Poutine, c'est un gros plus en matière de développement. Donc le but clairement de l'Ukraine, c'était de nous empêcher de profiter des perspectives de développement de ce décret. Comme je vous disais, donc le bâtiment de production a été sévèrement touché, on a plusieurs obus qui ont traversé le toit, plusieurs des machines qui servent à la production ont été détruites, toutes les fenêtres du bâtiment ont éclaté, on a un obus qu'on a retrouvé non explosé à côté du bâtiment qui a été désamorcé par des démineurs par après. Ils ont fait le maximum pour réparer l'outil de production et relancer l'usine le plus rapidement possible, parce qu'ils ont des commandes venant de Russie et il faut absolument qu'ils les remplissent. Quant à la caserne de pompiers toute proche, eux, ils se sont pris 3 obus sur la gueule, qui ont fait d'importants dégâts au niveau du bâtiment, et entre autres la salle à manger et le dortoir où ils se reposent, parce que ils font des gardes de 24 heures, et donc ils dorment sur place. Heureusement, il n'y a eu personne qui a été blessé, mais là aussi, toutes les fenêtres de la caserne ont été endommagées, et le dortoir, plus personne ne peut y dormir. Les lits ont été complètement détruits, le plafond est tombé, il n'y a plus de fenêtres. Voilà, donc je vous dis, on a eu droit à un miracle, parce que là ils ont tiré le dimanche matin, donc très tôt, donc il y avait encore très peu d'ouvriers à l'usine, donc personne n'a été blessé, mais ça aurait été un jour de semaine, là c'était une autre histoire. Donc vraiment, on a eu vraiment beaucoup de chance, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de victimes, ni parmi les pompiers, ni parmi les ouvriers de l'usine. Autre information importante cette semaine, c'était la confirmation que l'armée ukrainienne a reçu des armes de la France, des armes françaises, et qu'elle les utilise dans le Donbass. Alors en mars de cette année, c'était la milice populaire de la RPL qui avait annoncé que la France avait conclu un accord avec l'Ukraine pour la fourniture de 60 lance-roquettes Apilas qui devaient être déployées dans le Donbass après un test d'environ 2 mois, mais on n'avait rien pour confirmer concrètement cette information, et c'est pour ça que j'en avais pas parlé, parce que quand j'ai pas de choses qui me permettent de confirmer, je préfère attendre un peu de voir. Et cette confirmation, elle est arrivée cette semaine, puisque des soldats ukrainiens ont publié sur TikTok, oui, sur TikTok, une vidéo. Ils aiment bien se filmer en train de violer le cessez-le-feu et compagnie, c'est génial. Ils nous fournissent eux-mêmes les preuves de leur crime de guerre, je trouve ça magnifique. Et là, non seulement ils ont montré une vidéo où ils violent le cessez-le-feu, mais en prime, on les voit avec un lance-roquette qui est manifestement ni un RPG, ni un Javelin américain, mais un Apilas français. Et oui, les mêmes fameux lance-roquettes Apilas dont la RPL avait parlé en mars de cette année. Les soldats qui sont visibles dans cette vidéo sont ceux de la 128e brigade d'assaut de montagne de l'armée ukrainienne. On peut le voir grâce au chevron visible sur le mec de droite qui est en train de tirer avec un autre lance-roquette que le français. Donc eux, on sait qu'ils sont face à nous, ils sont face à la RPD, donc c'est pour ça qu'on sait que il s'agit bien d'une violation du cessez-le-feu de leur part. Le compte TikTok en question appartient à un néo-nazi ukrainien, parce que dans les mots-clés de la vidéo, et même il y a d'autres vidéos de ce même genre sur ce compte, on a le gloire à l'Ukraine, on a Bandera, notre père, et autres joyeusetés du même tonneau. Quand tu déclares que ton père spirituel c'était un collaborateur des nazis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser sur l'idéologie du mec. Et comme je dis, là où c'est super intéressant, c'est qu'en plus de leur lance-roquette classique, c'est que
à 3 secondes puis à 6 secondes dans cette très très courte vidéo, on voit sur la gauche de l'image un lance-roquette Apilas, un lance-roquette français. Voilà, je vous montre l'image, hein, où on voit très très clairement. Il est très facilement reconnaissable avec ces espèces de trucs sur les côtés, là, de parties en plastique, c'est aisément reconnaissable. Alors le problème, parce qu'il y a des gens dans des commentaires sous mes articles qui disent oui mais bon, la France est un grand exportateur d'armes, je vois pas où est le problème. Le problème c'est que la France est garante des accords de Minsk. Donc quand tu es garant des accords de paix pour régler politiquement et diplomatiquement un conflit, tu ne fournis pas d'armes à une des parties au conflit, hein, parce que ça pose un petit peu problème niveau rôle de garant, neutralité, tout ça quoi. Hein, non, tu peux pas faire les deux en même temps. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, on voit que Kiev essaie de faire la même chose avec l'Allemagne. Ils essayent de pousser Berlin à leur livrer des armes en violation de leur rôle de garant. Mais bon, côté français, ça pose 2-3 questions. Hein. Comme l'ont dit certains des commentateurs de l'article, ça doit être le fameux « en même temps » hein, d'Emmanuel Macron qu'il applique depuis le début de sa présidence. Mais non, là, ça va pas du tout. Hein. Surtout que, bon, là, la signature de la France au bas des accords de Minsk est déjà bien discrédité après le fameux scandale diplomatique sur lequel je vais revenir après. Donc là, si vous voulez, la présence d'armes françaises sur les positions de l'armée ukrainienne dans le Donbass pour nous tirer dessus, si tu veux, là je pense qu'il y aura une discussion très intéressante entre la Russie et la France après la publication de cette information. Et donc, comme je le disais, cette semaine, on a vu une utilisation massive des drones par l'armée ukrainienne. Maintenant, c'est tous les jours. Hein. Bon, heureusement, pour eux, c'est pas toujours couronné de succès. Le 24 novembre, au petit matin, la milice populaire de la RPD, entre autres, a détecté un drone de l'armée ukrainienne volant au-dessus de la périphérie de Donetsk, près de la mine à Bakoumova. Une de nos stations de guerre électronique, Tericon M2N, a brouillé alors le signal du drone, l'obligeant à se poser. Oui, on a nos propres stations de brouillage électronique. Bon, c'est très efficace contre tous les petits drones du commerce qu'ils utilisent beaucoup côté ukrainien. Hein, voilà. Pas contre les Bayraktar turcs, mais contre tous les petits Mavic, les petits quadricoptères, les fantômes, toutes ces merdes-là, ça marche très bien. Voilà, donc on a réussi à l'obliger à se poser. L'opérateur ukrainien, en voyant qu'il est en train de perdre le contrôle du drone, a rien trouvé de mieux à faire que de larguer une des charges explosives que transportait son engin volant. Ouais. Le machin a explosé non loin d'une école. Heureusement, il était trop tôt, il y avait pas d'élèves en train de se rendre en cours. Sinon, je te raconte pas la boucherie. Donc, bravo les mecs, un acte de terrorisme, hein, pur et simple. Et donc, le drone s'est posé non loin de là où a explosé cette charge qu'il a larguée. Bon, le drone était au sol, l'opérateur ukrainien a essayé de faire redécoller l'engin, et un homme qui vit non loin de là où a eu lieu l'explosion a compris ce qui s'est passé. En fait, il a vu l'explosion, il a vu le drone être posé, et il a vu que le drone était en train de s'agiter, en train d'essayer de redécoller. Donc il a compris d'où venait le drone, et il a compris, quand il a vu ce qui était dessus, que bon, il y avait d'autres charges explosives. Et là, le mec, au risque de sa vie, je veux dire, ça a surpris tout le monde, hein. Même les journalistes ici, ils en revenaient pas. Le gars a pris sa béquille, parce qu'il marchait avec une béquille, et il a fracassé les pales du drone avec. Il aurait pu déclencher l'explosion d'une décharge et y rester, hein. Je veux dire, le gars, tout le monde, enfin on a tous été d'accord pour dire le gars c'est un héros, quoi, tu vois, faut le décorer le mec, parce que il a certainement sauvé des vies. Il a ensuite prévenu les services de renseignement de la RPD qui ont envoyé des spécialistes sur place pour désamorcer les engins explosifs qui restaient encore. C'était des engins explosifs improvisés, hein, avec 500 grammes d'explosifs et puis des billes en acier qui étaient enroulées comme ça
Je vous montre les photos. Bon, clairement, toute personne qui serait trouvée à proximité du lieu d'explosion aurait été déchiquetée. Hein. Ça, c'est des méthodes de terroristes. Hein. C'est le même genre d'engin explosif qu'on voit chez les terroristes islamistes, comme on a pu avoir dans des attentats, entre autres en France. Hein. Je veux dire, c'est le système de mettre des shrapnels pour faire un maximum de dégâts. C'est-à-dire, soit tu tues un maximum, soit tu mutiles un maximum de gens. C'est vraiment des engins explosifs absolument barbares. Hein. Donc, quand tu vois la nature de ces charges explosives, t'as pas de doute. Le but, c'était pas de fracasser une infrastructure, de casser un bâtiment. Ou... Non, quand tu fous des petites billes, des petits shrapnels comme ça, le but, c'est de tuer et de mutiler. Donc, bon, vu que là, le machin est en train de voler au-dessus d'une zone résidentielle, est-ce que j'ai besoin d'expliquer que le but, c'était de viser des civils ? Voilà, c'est-à-dire de commettre un attentat terroriste sur les civils de la RPD, je trouve ça absolument... Enfin, c'est gerbant, enfin... Et la France et l'Allemagne ferment leur gueule là-dessus, hein. Là-dessus, on les entend pas, l'OSCE non plus, hein, d'ailleurs, hein. Motus bouche cousue. Hein, donc là vraiment bravo à la milice populaire d'avoir obligé ce drone à se poser. Il y a ce monsieur, ce civil qui a eu ce réflexe de fracasser les pales avec sa béquille, je dis au risque de sa vie. Hein. Il y avait encore deux charges sur le drone qui auraient pu lui péter à la gueule. Hein. Je veux dire, le mec il a eu un courage incroyable. Bon, on a eu moins de chance le lendemain avec un autre drone de l'armée ukrainienne qui a réussi à larguer 3 charges explosives dans le centre de Yassinovataya. Il y en a 2 qui n'ont pas pété. Bon, il y en a une qui est quand même passée à travers le toit d'une voiture, donc la voiture, elle est bien endommagée. Et celle qui a explosé a endommagé le toit et les fenêtres d'un bâtiment administratif de l'État. Là, heureusement aussi, sans faire de victimes. On a eu un pot, mais monstrueux cette semaine. On n'a pas eu de victimes parmi les civils, malgré toutes ces attaques. Le même jour, l'armée ukrainienne a tiré à la mitrailleuse lourde sur un immeuble à Dokuchaïevsk, ce qui a un peu endommagé le bâtiment, et sur l'école du village de Krasny Partizan, donc qui est un petit village entre Donetsk et Yassinovataya, une école à laquelle on a apporté beaucoup d'aide humanitaire, une école qui a été sévèrement endommagée en 2014, hein. Ils avaient le toit qui était tombé, enfin ils avaient un énorme trou dans le toit, ils s'étaient pris de l'artillerie lourde sur la gueule, l'école était vraiment inutilisable. Les parents d'élèves s'étaient cotisés et avaient eux-mêmes fait les réparations pour que l'école puisse réouvrir. Donc, mais elle est régulièrement de nouveau la cible de tir. Alors pour l'instant, c'est plutôt des trucs à l'arme légère. Elle est très près de la ligne de front. Mais bon, donc là, il y a eu une fenêtre et le mur d'une salle de classe qui ont été endommagés. Là encore, sans faire de victimes parmi les enfants. On a vraiment un pot monstre cette semaine, je vous le dis. C'est un miracle qu'on n'a pas eu de victimes cette semaine. Et puis, ils ont aussi, le 24 novembre, tiré sur Yasnoye, près de Dokuchaïevsk, à coups d'obus de mortier de 120 mm. L'armée ukrainienne, hein. Et ils ont endommagé le toit de la station d'épuration qui se trouve non loin du village. Donc je vous dis, ça a été la semaine, infrastructure civile, attentats terroristes et compagnie, enfin tout y passe. Hein. C'est vraiment... On voit vraiment qu'on est dans une phase d'escalade, lente mais sûre. D'ailleurs, on a eu en Russie Narishkin, hein, le chef du service de renseignement extérieur, qui a dit que les États-Unis poussent l'Ukraine à relancer la guerre dans le Donbass, à redéclencher le conflit, chose qui est confirmée d'ailleurs par l'action coordonnée de tous les médias occidentaux, y compris français, hein, pour dire « Ah, la Russie va attaquer, la Russie va attaquer ». Bon, en fait, c'est de l'inversion accusatoire, en fait. C'est-à-dire que quand ils disent que la Russie va attaquer l'Ukraine, en fait, il faut comprendre, c'est l'Ukraine va nous attaquer pour pousser la Russie à répondre. Et comme ça, tous ces médias qui ont annoncé en chœur préparer l'opinion publique, hein, à une future attaque de la Russie pour dire « Ah, bah vous voyez, ils ont attaqué ». Voilà, ils passeront sous silence l'attaque ukrainienne comme il faut, hein, et puis on va nous rejouer le scénario géorgien, hein, ah la Russie a envahi la Géorgie, hein, voilà, donc comme toujours, c'est toujours la même histoire, donc oui, ça c'est très mauvais, clairement, ils sont en train de pousser Kiev, et de toute façon l'Ukraine est dans une telle situation que je pense que ça arrange aussi Zelensky de relancer le conflit ici, hein, voilà, ça permet de faire diversion.
On va parler de diplomatie, puisque comme donc, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, j'ai publié les traductions complètes des échanges diplomatiques entre la Russie, la France et l'Allemagne. Je suis la seule à l'avoir fait. Même Russia Today, ils ont juste pris 3-4 citations. Moi, je vous ai tout publié. Voilà, vous avez les documents, vous avez des visionneuses PDF dans l'article, donc vous pouvez lire l'intégralité, vous pouvez même les télécharger, des documents pour vous familiariser avec donc les lettres de Sergueï Lavrov et les réponses conjointes de Heiko Maas et Jean-Yves Le Drian, qui sont donc ministres des Affaires étrangères français et allemands. Alors pourquoi la Russie a fait ce truc qui est très grave, hein, parce que normalement ça se fait pas de publier les câbles diplomatiques, ben parce que là ils en ont eu marre, si tu veux, c'est-à-dire que là ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la patience russe. Là le niveau d'hypocrisie entre autres de la France et l'Allemagne a atteint un tel niveau que la Moscou a dit fuck off, et donc bah, ils ont lâché un énorme parpaing de béton dans la mare, et ils ont publié les fameux câbles diplomatiques. Donc le premier courrier date du 29 octobre 2021, où Sergueï Lavrov, donc ministre des Affaires étrangères russe, envoie une lettre et une proposition de communiqué commun qui doit être adopté à l'issue de la future réunion au format Normandie, réunion qui est surtout réclamée par l'Ukraine, la France et l'Allemagne. La Russie, ils n'en voient pas trop l'intérêt pour l'instant, parce que l'Ukraine n'a pas appliqué ce qui avait été décidé lors de la réunion de décembre 2019. Donc pour la Russie, ça sert à rien de se réunir pour rediscuter de ce qu'on a déjà convenu, ce que je peux tout à fait comprendre. On a une proposition de la part de Lavrov qui est très détaillée, concrète, avec un document qui rappelle que les dispositions du paquet de mesures et les propositions donc faites à l'issue de la dernière réunion au format Normandie n'ont pas été mises en œuvre, rappelle que le conflit du Donbass est un conflit interne à l'Ukraine et que pour le résoudre, il faut soutenir l'établissement d'un dialogue direct entre Kiev, Donetsk et Lugansk dès que possible. Et puis pour arrêter de raconter n'importe quoi sur les responsabilités de chacun, le document rappelle que ceux qui doivent mettre en œuvre les accords de Minsk, c'est l'État ukrainien et les autorités de facto de la RPD et de la RPN. Alors, je dis clairement, ils appellent ça hors de l'eau, parce que bon, c'est certains districts des régions, des oblasts de Donetsk et de Lugansk, donc en russe ça donne hors de l'eau. Hors de l'eau, en fait, c'est RPD, RPL. Le document russe pointe aussi le problème des lois votées par le Parlement ukrainien qui contreviennent totalement aux accords de Minsk. D'ailleurs, suite à ce scandale, Zelensky a rétro-pédalé sur la fameuse loi sur la période de transition judiciaire, qui, elle, signifierait un retrait pur et simple de l'Ukraine des accords de Minsk. C'est ce qu'avait dénoncé Vladimir Poutine, je vous en avais parlé à l'époque. Donc là, il a dit, pour l'instant, on met un moratoire sur ce truc-là. On va pas trop en discuter, parce que ça serait mettre de l'huile sur le feu. Alors il dit, oui, alors c'est pas parce que la Russie est contre, mais c'est parce que ça aggraverait la situation, tu vois. Non, mais en vrai, c'est parce que ça viole totalement les accords de Minsk, puisque ça revient à foutre à la poubelle, entre autres, l'amnistie générale, et tout un paquet de points qui sont dans les accords de Minsk. Donc, bon, ça c'est bien, mais enfin, il y a les autres lois qui sont toujours là, comme la loi sur la langue, qui contreviennent aussi à ces accords. Donc, non, on avait un truc côté russe, précis, clair, concret, pas de blabla inutile, pas de formule creuse, des rappels sur les devoirs de chacun, énonciation limpide des parties au conflit, qui est conforme aux accords de Minsk, je veux dire, il faut aller les lire à un moment. Donc, vraiment nickel. Quelques jours plus tard, le 4 novembre, réponse conjointe de la France et de l'Allemagne, avec une contre-proposition de communiqué commun. Et alors là, bon, déjà, on voit déjà la différence de niveau entre la chancellerie russe et les chancelleries franco-allemandes. Non, là on n'est pas au même level, là pas du tout, non. On a un truc, c'est vraiment, c'est le jour et la nuit. Vous irez regarder, vous vous rendez compte par vous-même que le niveau des chancelleries occidentales, c'est une catastrophe en termes de professionnalisme, parce que bon, déjà dès la lettre de réponse elle-même, on tombe des nues, puisque Paris et Berlin refusent déjà la qualification de conflit interne ukrainien, refuse d'obliger l'Ukraine à négocier directement avec la RPD et la RPL, comme le prévoient, je le rappelle pourtant, les accords de Minsk.
Voilà. Je rappelle à la bande d'amnésique des chancelleries françaises et allemandes que les points 9, 11 et 12 de ces accords que vous avez signés, je le rappelle, précisent de manière claire que l'Ukraine doit discuter avec les représentants de l'RPD et de la RPL. C'est dit noir sur blanc, je veux dire, je peux pas faire mieux, hein, à un moment. Donc je comprends pas bien comment à la fin de leur tirade débile, ils peuvent dire que les parties au conflit doivent mettre pleinement en œuvre les accords de Minsk, tout en refusant d'obliger l'Ukraine à appliquer ce qui est précisément inscrit dans ces accords. C'est-à-dire l'obligation d'une négociation directe entre Kiev, la RPD et la RPL, au sein du groupe de contact trilatéral. Donc, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est comme demander de nager 50 mètres à la nage sans nager. Voilà, c'est le même niveau de débilité que les conneries qu'on a entendues de la part des autorités ukrainiennes qui te disent « Oui, on va appliquer les accords de Minsk, mais on veut les réécrire. » Mais si tu veux les réécrire, ça veut dire que tu veux en fait de nouveaux accords, donc tu ne vas pas appliquer les existants. Hein, voilà, c'est encore les accords de Minsk à la sauce chat Schrödinger. Hein. Non, il faut croire que la folie furieuse qui règne à Kiev a fini par contaminer Paris et Berlin. Et alors, quant à la proposition de communiqué commun, alors je m'étalerai même pas dessus. Le texte est complètement flou. Les parties au conflit ne sont bien sûr pas précisées, hein. Ce qui permet à la France, à l'Allemagne et à l'Ukraine de continuer à gueuler en disant que la Russie doit appliquer les accords de Minsk. Alors que je vous dis, allez les lire ces trucs. Il n'y a aucune mention d'une négociation nécessaire entre l'Ukraine et la Russie. Jamais. Hein, normalement, je veux dire, c'est les parties au conflit qui sont mentionnées dans les différentes parties qui doivent négocier. Hein. Je veux dire, c'est clair comme de l'eau de roche quand même, pour tous ceux qui sont pas de mauvaise foi. En plus, le texte n'est qu'une espèce de paraphrase des accords de Minsk. Ils ont pris les accords de Minsk et ils ont juste écrit différemment. Ça rime à quoi? On les a déjà signés 2 fois, hein, ces accords. 2. On va devoir les signer combien de fois, sous combien de variantes? Enfin, je vais dire, ça devient ridicule. Et alors, le plus délirant, c'est les dates. Donc, ils ont changé, en fait, juste les dates. Hein, parce qu'on avait des dates qui dataient de 2015. Donc, là, ils ont mis de nouvelles dates. Mais elles sont complètement surréalistes. Alors, ils veulent mettre en œuvre des engagements dans les 4 zones pilotes additionnelles là, qui avaient été convenues en 2019. Ils veulent que ça commence le 1er décembre et que ça se termine le 31 de cette année. Hein. Je rappelle, ça fait 2 ans que l'Ukraine traîne des pieds et qu'on n'a jamais pu se mettre d'accord sur les 4 zones pilotes en question. Ça fait 2 ans qu'on n'a toujours pas fixé la liste des zones pilotes en question. Et vous voulez qu'en un mois, on ait tout bouclé? Mais oui, bien sûr, c'est science-fiction totale. Je parle même pas du mécanisme de coordination où là nous ça fait 1 an qu'on attend la réponse côté ukrainien et que là c'est pareil, il faut qu'on mette ça en œuvre très rapidement. Je vois pas comment on peut avancer. Mais alors pour moi le plus surréaliste, ça a été le point sur l'échange de prisonniers. Puisqu'ils ont demandé d'organiser un nouvel échange de prisonniers d'ici le 30 novembre, d'ici 3 jours. Hein. Alors que je rappelle que l'Ukraine refuse toujours d'effectuer l'apurement judiciaire pourtant prévu par le paquet de mesures, et y compris sur les prisonniers qu'elle nous a déjà rendus, et que ça fait des années qu'on se bat avec eux là-dessus. C'est édifiant. La conclusion de cette proposition de communiqué commun franco-allemand se termine de manière tout aussi débile avec un appel à organiser un nouveau sommet des chefs d'État, c'est-à-dire Poutine, Macron, le futur chancelier allemand et Zelensky, pour procéder à un échange de vues sur en fait la totalité des points des accords de Minsk. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Et de se revoir dans 6 mois pour faire le point. Bon, sauf que, comme l'a rappelé la Russie, il n'y a pas de point de vue à échanger sur la liste des points énoncés dans ce communiqué. Tout a déjà été discuté, écrit et signé même plusieurs fois, puisque je rappelle qu'on a signé donc les accords de Minsk 1 en 2014, les accords de Minsk 2 en 2015, qui reprennent peu ou prou ce qu'il y avait déjà dans les premiers accords avec de légères variantes. Donc il y a juste à appliquer ce qui a été signé. Je vois pas pourquoi on doit se réunir pour rediscuter tout ça. Si, en fait, c'est pour réécrire les accords de Minsk. Hein. Voilà. Soit c'est pour réécrire les accords de Minsk, soit les ministres des Affaires étrangères et les chefs d'État français et allemands se font chier.
Hein, et ils veulent une réunion pour le plaisir de se réunir, pour dire qu'ils font quelque chose. Bon, je regrette de leur annoncer que c'est pas le cas de Sergei Lavrov et de Vladimir Poutine. Ils ont autre chose à faire dans leur agenda que de perdre une journée à discuter de choses qui ont déjà été discutées, convenues, signées, approuvées plusieurs fois. Donc, je veux dire, à un moment, ça sert à rien de se répéter. Ils ont autre chose à foutre, hein, si tu veux. Vladimir Poutine, il a le plus grand pays du monde à gérer et à diriger. Si tu veux, il a pas de temps à perdre, quoi. Sergei Lavrov, il est très occupé aussi, il a autre chose à foutre, quoi. Enfin, franchement, si vous avez rien à faire, voilà, changez de métier, quoi. Hein. Je veux dire, c'est qu'il y a un petit problème. Hein. Bon, Lavrov a bien sûr répondu. Hein, à tout ce délire. La réponse a été cinglante, il les a pas loupés. Hein. Il les a taclés entre autres sur le fait que il était hors de question de soutenir un dialogue direct entre Kiev et la RPD et la RPL. Alors ça, pour lui, cette déclaration discrédite totalement la signature de la France et de l'Allemagne au bas des accords de Minsk, je suis totalement d'accord. Il s'est attaqué ensuite à l'agenda en 4 points proposés par la France et l'Allemagne pour la réunion des ministres au format Normandie, en disant en gros ça a déjà été approuvé, je vois pas pourquoi on doit en rediscuter. Ça, c'est pas de notre compétence, c'est au groupe de contact trilatéral d'en discuter. Ça, voilà, les 4 points, c'était en gros, on voit pas quel est l'intérêt de se réunir pour discuter de ça. Pareil pour le fameux échange de points de vue, hein, il a dit non. Et alors le plus beau, c'est quand il a taclé la fameuse date du 11 novembre, puisque comme je vous l'avais indiqué la dernière fois, il avait dit très clairement le 30 octobre à Jean-Yves Le Drian qu'il n'était pas disponible ce jour-là. Contrairement à ce que le journal Le Monde a pu écrire dans son article sur le fameux scandale diplomatique qui a éclaté, non, Sergei Lavrov n'a pas déclaré, je cite, avoir été disponible pour croiser ses homologues à la date prévue. Puisque Lavrov dit clairement que le 30 octobre, il a dit à Jean-Yves Le Drian, le 11 novembre, j'ai un programme chargé et je dois m'entretenir entre autres avec un homologue d'un pays ami. Voilà, donc faut arrêter de faire traduire les câbles diplomatiques par des stagiaires ou par Google Translate ou je sais pas quoi. Parce que vous racontez vraiment des conneries, c'est juste inimaginable. Comment vous pouvez écrire des conneries pareilles? Enfin, moi je trouve ça folklorique, vraiment incroyable. Enfin bon. Bon, Le Drian, sachant dès le 30 octobre que le 11 novembre, Lavrov sera pas disponible, quand tu vois cette date revenir dans la proposition franco-allemande du 4 novembre, tu te dis soit Le Drian est complètement gâteux et atteint d'Alzheimer, soit Paris et Berlin cherchent volontairement à obtenir un échec. Pour ensuite en blâmer la Russie, bien sûr. Hein. Bon, il semble que cette deuxième hypothèse a été confirmée, puisque le 15 novembre, la France et l'Allemagne ont fait une déclaration à Bruxelles où les deux pays ont menacé la Russie de conséquences et avoir accusé Moscou d'avoir refusé de participer à la réunion ministérielle du format Normandie. Et c'est cette déclaration qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la patience russe. Et là, Moscou a dit, bon, puisque c'est comme ça, vous nous prenez pour des cons, il n'y a pas de problème. Donc, on va publier les échanges diplomatiques. Comme ça, le public pourra se rendre compte par lui-même de qui sabote quoi. Voilà. Non, mais je vous dis, moi je suis pour la transparence, entre autres, au niveau des négociations du groupe de contact trilatéral. Je suis pour que ce truc, ces réunions soient diffusées en live, en vidéo, avec un enregistrement publié après, pour que tout le monde puisse se rendre compte de qui fout le bordel et de qui avance de manière constructive. Voilà, je pense que ce serait très édifiant, comme ces câbles diplomatiques qui sont absolument clairs comme de l'eau de roche. Voilà. Je vais reparler un petit peu des exhumations en RPD et en RPL, et là principalement en RPD, puisque ces exhumations se poursuivent. Hein. On a ainsi retrouvé le 19 novembre 9 corps qui ont été exhumés de tombes improvisées et non marquées situées dans le village de Gornoye, près de Kharkiv. Les corps montrent tous des traces de morts violentes. Il s'agit des corps de 9 civils morts lors de bombardements de l'armée ukrainienne en août 2014. Alors pourquoi ils avaient été tous enterrés là? Parce que certains, on le sait, viennent d'Ilovaïsk. Et bien tout simplement parce qu'à l'époque, Kharkiv était la ville la plus proche dotée d'une morgue en état de fonctionnement et la seule qui était accessible par une route
entre guillemets sûr depuis Ilovaisk, où il y avait des batailles intenses entre la milice populaire de la RPD et les soldats, entre autres des bataillons néo-nazis ukrainiens. Et donc des gens morts à Ilovaisk ou non loin ont été enterrés près de Kharkiv. Maintenant, il faut identifier formellement ces gens, parce qu'on ne sait pas qui est enterré là, même si on sait déjà qu'une partie de ces corps seraient ceux de gens qui se trouvaient à bord d'une ambulance qui emmenait un civil blessé, depuis Ilovaisk, justement, et l'armée ukrainienne a tiré sur l'ambulance qui a pris feu et tout le monde à l'intérieur est mort. Et il semble que c'est les corps qui ont été retrouvés dedans ont été enterrés dans cette fosse commune. Donc on a un certain nombre de personnes, on sait qui viennent de là, mais il faut identifier précisément qui est qui, parce que là les gens ont été enterrés avec des numéros et on sait pas qui c'est. Donc il y a tout un travail d'identification qui doit se poursuivre. Et puis pendant ce temps-là à Kiev, puisqu'on a beaucoup parlé de drones utilisés par l'armée ukrainienne dans le Donbass cette semaine, on va parler drones, mais cette fois à Odessa, puisque le 24 novembre, l'armée ukrainienne a abattu à la Kalachnikov un drone qui volait près d'un de ses entrepôts. Ils ont pensé que c'était un drone espion, donc un drone russe, quoi. Problème, en fait, il s'agissait d'un tout nouveau drone DJI Matrix 300 RTK, doté d'une caméra thermique, de capteurs infrarouges et d'un télémètre laser qui avait été acquis par la police d'Odessa fin octobre et qui vaut 1,5 million de hryvnia. 50 000 €. Voilà. Ils viennent juste de l'acheter, 50 000 € à la poubelle. Ils ont été un peu cons parce qu'en fait ils se sont pas coordonnés. La police d'Odessa avait décidé de tester son tout nouveau drone. Ils avaient même invité des spécialistes de Kiev pour ce test. Sauf qu'ils l'ont organisé en plein pendant un exercice de lutte antiterroriste de l'armée ukrainienne et en plus près d'un entrepôt de l'armée. Donc clairement, si tu veux, il y a eu un cafouillage total. Entre autres quand ils ont cherché où était tombé le drone et compagnie, enfin bon c'était du grand n'importe quoi à l'ukrainienne, donc bravo les mecs, le pays est déjà en état de faillite, et vous jetez l'argent par les fenêtres comme ça, en n'étant même pas foutu de vous coordonner un minimum entre police et armée, c'est magnifique, et alors j'avais annoncé à certains de mes lecteurs qui sont sur Telegram que j'avais un pendant ce temps à Kiev qui était vraiment absolument hilarant, donc préparez-vous, protégez votre canapé, votre siège, votre fauteuil, puisqu'on a eu, je vais vous montrer en parallèle pendant que je vous explique, parce que je vais pas vous faire des sous-titres, mais je vais vous montrer en parallèle la vidéo. Donc on a le blogueur ukrainien et chef de l'organisation Nouvelle Capitale, Anton Muratov, qui a publié sur Instagram une vidéo où il vaccine le pont Patton à Kiev, un pont qui est en très mauvais état, c'est un pont qui tombe littéralement en morceaux. Il y a pas longtemps, il y a des vidéos qui sont sorties où on voit des morceaux du pont tomber dans l'eau, si tu veux, donc moi j'oserais pas rouler dessus, vu l'état du truc. Donc on le voit sur la vidéo avec une énorme seringue remplie de béton avec laquelle il vaccine le pont. Donc il dit dans la vidéo qu'il vaccine le pont avec 1,5 million de doses de vaccin. Il essaie de colmater les trous, les brèches qui s'y trouvent. Ils mettent même des pansements géants sur les zones où il y a des fissures et tout. Et il finit après en déployant le certificat officiel de vaccination du pont. Il a même obtenu un QR code. Enfin, je sais pas comment il a fait, mais c'est complètement délirant. Bon, alors, ça semble complètement... Là, tu te dis... moi, j'ai vu la vidéo au départ, je me suis dit, ok, là, ils sont tous mûrs pour l'asile en Ukraine. Mais en fait, non. Le but, déjà, c'est de dénoncer le manque de financement alloué par le gouvernement ukrainien à la réfection de ce pont de la capitale, quand même. C'est le pont... C'est un pont qui est à Kiev, c'est pas un pont qui est à Poltava ou dans je sais pas quel village. Non, c'est quand même un pont qui est dans la capitale ukrainienne, qui tombe littéralement en morceaux, alors que dans le même temps, Zelensky a quand même promis de donner 1000 hryvnia à chaque Ukrainien qui se ferait vacciner. Avec 36 millions d'habitants, je vous laisse faire le calcul. 36 milliards de hryvnia, ça ferait quand même 1,2 milliard d'euros à larguer juste pour ça, alors que le pont, il tombe en morceaux, si tu veux. Zelensky a vraiment pas le sens des priorités en matière de finances, déjà que le pays va pas bien de ce côté-là, mais en plus, il jette le pognon par les fenêtres pour encourager les gens à se faire vacciner, au lieu de réparer un pont qui a l'air de menacer de se casser la gueule assez méchamment.
Voilà. Alors c'est pour ça que Muratov a dit qu'il vaccinait, entre guillemets, le pont avec 1,5 million de doses de vaccin, puisque 1,5 million de doses de vaccin, bah, ça lui permettrait d'avoir 1,5 milliard de hryvnia pour le réparer. Voilà, donc... ouais, non, là, ça devient vraiment craignos. Enfin, bravo à ce blogueur d'attirer l'attention sur ce qui se passe de cette façon-là, parce qu'effectivement, là, il n'y a plus que ça à faire. Je veux dire, tourner le truc complètement en ridicule, façon logographie, mais c'est grave, hein. Je veux dire, pour les gens qui roulent dessus, moi, j'aurais peur, hein. Moi, j'oserais pas, hein. Je vous le dis clair et net. Je vais parler vite fait en conclusion... Donc, du livre de Faina Savenkova, hein, donc ceux qui se tiennent derrière ton épaule, donc ça y est, qui est publié au format papier. Pour ceux qui vivent en Russie, vous pouvez l'acheter en ligne, en format papier ou électronique. J'ai fait un petit sondage suite à la présentation officielle du livre à Moscou par Faina et Alexandre Kantorovitch, les deux auteurs. J'ai fait un petit sondage, vous avez l'air d'être assez intéressé par la traduction en français, donc oui, je vais m'occuper de faire une traduction en français, mais bon, ça va prendre du temps. C'est un énorme travail, il ne s'agit pas de traduire un article ou quelques pages de documents. Le roman fait quand même plus de 340 pages. Donc c'est du travail, c'est du gros travail. Ça y est, le film Opelchinochka, qui a été réalisé par la République populaire de Lugansk, qui est tourné là-bas, est enfin disponible librement en ligne. Merci à Andrei Marochko, l'ancien porte-parole de la milice populaire de la RPL, qui l'a publié sur son mur VK et sur Odnoklasniki. Je vous mettrai le lien sur le contact en description, donc dans le sommaire de l'article. Vous pourrez aller le regarder en intégralité gratuitement. C'est en russe, je suis désolée, il n'y a pas de version sous-titrée. Mais je pense qu'un certain nombre de scènes se passent de commentaires et de sous-titres, très sincèrement. C'est un film très dur, hein, un peu comme Santsepiok, donc cœur sensible, évité. C'est quand même assez raide par moment. Donc voilà, comme on voit, l'escalade se poursuit, comme je le craignais. À savoir quand l'Ukraine attaquera ou quoi, je ne sais pas, mais clairement ils y sont poussés et on voit qu'il y a une action coordonnée médiatique côté occidental pour préparer l'opinion publique à la future réaction russe en la faisant passer pour une attaque et non pour une contre-attaque. Voilà, donc voilà, situation à suivre de très très près. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation et d'ici là, portez-vous bien.